Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous polygames ou monogames ? La fidélité est-elle un comportement absurde, un engagement désiré et assumé ? Et si la fidélité favorise la pérennité du couple, donc la sécurité de la nichée, elle n'a guère de sens du point de vue de l'évolution, donc de l'amélioration de notre espèce, nous dit mon invité, médecin psychiatre, ancien praticien hospitalier, docteur en neurosciences et auteur de nombreux livres sur la santé psychique et l'amour. Il nous rappelle aussi que les hommes, polygames par nature, mais aussi monogames par culture, l'ont de tout temps imposé aux femmes. Alors avec lui, voyons où nous en sommes sur nos désirs de fidélité, sur nos idéaux maritaux, sur l'émergence des valeurs d'égalité et de libre arbitre dans le couple. Il est peut-être temps d'avoir un nouveau regard sur nos comportements amoureux, en passant aussi par l'observation des mammifères et même des insectes. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Patrick Lemoine dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, on parlait un petit peu hors antenne de ce livre et vous avez écrit nombreux livres. C'est votre combienième d'ailleurs celui-ci ? 40, 45, vous savez, quand on aime, on compte plus. Alors, on compte plus. Alors, celui-ci s'intitule « Et la fidélité, bordel !» Il est aux éditions Albin Michel. Et vous posez cette question vieille comme le monde. Est-ce que nous sommes finalement polygames ou monogames ? Je me suis demandé en préparant cette interview en quoi cette question taraude finalement l'être humain. Est-ce que ça le taraude précisément parce que nous, contrairement aux animaux, nous pouvons penser justement le sujet ? Je m'inscris en faux. Je pense que les animaux aussi pensent le sujet. Peut-être pas exactement comme nous, mais ils le pensent. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet d'espèces pour lesquelles c'est un vrai souci, cette question-là, notamment chez les oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont officiellement, juridiquement des monogames, ce qui les empêche pas d'être adultères et de faire que l'oiselle ou l'oiseau fait toutes les stratégies possibles pour imposer la fidélité au partenaire. Donc, on n'est pas une exception là-dessus. Mais là où on est une exception, c'est qu'effectivement, on est construit comme des polygames et on se comporte comme des monogames. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est clair, c'est que chaque fois dans une espèce que les deux sexes sont à peu près identiques, comme les gibbons, les perroquets, les tourterelles. Même eux, ils arrivent à se tromper pour reconnaître l'autre sexe. Ce sont des monogames fidèles. Lorsqu'ils sont presque pareils, genre canari, c'est dur de reconnaître un mâle d'une femelle, sauf qu'au printemps, le mâle chante, eh bien, c'est des monogames infidèles, adultérins. Et quand il y a une grande différence, le cerf et sa ramure, le paon ou le faisan et sa queue, le lion et sa crinière, l'homme et son zizi, c'est des polygames. Mais ce qui est intéressant, je n'ai trouvé que les renards et d'une certaine manière les loups à être comme nous, c'est que culturellement, dans le monde entier, et pratiquement de tout temps,
nous sommes des monogames. Et qu'on vienne pas me rétorquer les musulmans et les Chinois, c'est juste l'élite, une toute petite élite. Moi, j'ai plein d'amis et de patients musulmans, j'ai jamais vu un seul polygame. Alors, on va y revenir évidemment longuement sur tout ça. Avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, même si on l'est déjà évidemment complètement, pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers les animaux pour mieux nous observer? Selon moi, pour comprendre un comportement humain, quel qu'il soit, il faut rechercher des modèles. C'est peut-être ma déformation de psychopharmacologue. Avant de lancer un produit sur le marché, on essaye d'avoir pas mal de rats et d'autres animaux qui essayent le truc et on développe des modèles de rats déprimés, si ça veut dire quelque chose, etc., etc. Et cetera. Et un comportement aussi particulier que la fidélité, qui selon moi est le plus important de tous les sujets de tous les temps, puisqu'il engage l'avenir de l'espèce, eh bien, je pense que c'est bien de voir comment font les autres bestioles que nous. Alors, ça pose aussi finalement cette grande question, qu'est-ce que la fidélité? À quoi est-on fidèle? Comment? Et finalement, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'être fidèle? Alors, j'ai envie de dire que les philosophes sont pas du tout d'accord avec moi parce qu'ils disent, pour parler de fidélité, il faut accepter qu'il y ait d'abord un libre arbitre. Effectivement, chez l'animal, il n'y a pas de libre arbitre, pour autant qu'on sache. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc, on ne pourrait pas vraiment parler de fidélité chez l'animal, sauf que le comportement, vous prenez le pape lazuli, qui est un joli petit oiseau, la femelle est infidèle ou fidèle selon les cas et selon les circonstances. Donc, on peut dire quand même que la fidélité, c'est un comportement qui est souvent, on va dire, génétiquement programmé pour chaque espèce, mais qui chez nous est très complexe du fait que, comme je le disais à l'instant, nous sommes des polygames qui nous comportement comme des monogames, et ça nous permet de faire tous les cas de figure. Alors, la fidélité, quand on parle de fidélité, ça a un rapport quand même fort avec la sexualité? Avant tout? Oui, avant tout, sauf que quand même, on pourrait parler de fidélité en politique. Il suffit de voir les récentes élections présidentielles en France pour voir les trahisons qui se sont multipliées, et surtout dans les partis extrêmes d'ailleurs, où ça trahissait à tour de bras. Donc il y avait une infidélité au parti. Il y a aussi la fidélité à la religion. Henri IV a quand même abjuré à 4 reprises sa religion, parce que Paris vaut bien une messe. Donc on peut parler, mais on parle pas forcément que de cul. Quand on parle de fidélité, on peut parler de fidélité à un style de vie, à des engagements moraux. Et puis on voit qu'il y a des gens qui sont fidèles dans un domaine. Par exemple, Louis VIII, le père de Louis IX, était fidèle à sa femme Blanche de Castille, mais complètement infidèle à sa parole donnée, puisqu'il signait avec les Juifs et les Lombards des contrats, et puis qu'il les respectait jamais. C'est simple à comprendre, c'est que la fidélité, ça a d'abord été un truc de mec imposé aux femmes. C'est clair et net. Jusqu'au XXe siècle, la fidélité de la part d'un homme n'avait aucun sens. Alors on peut dire effectivement, c'est logique, puisque normalement le meilleur mâle, celui qui a remporté tous les suffrages, le tournoi au Moyen Âge, qui est devenu un capitaine de l'équipe de foot, un PDG, etc., c'est bien qui dissémine au maximum, qui sème à tout vent sa précieuse semence. Mais on pourrait dire exactement le contraire, et c'est là que c'est pas forcément absurde, c'est que un mâle alpha fidèle à une seule femme va lui assurer la protection et donc la sécurité des petits à venir et donc de s'aligner. Donc les deux points de vue en fait se défendent. C'est ça. Il y a d'un côté la sécurité C'est ça. du nid et puis en même temps le fait de favoriser la survie de l'espèce humaine au Ouais, sens plus large. Ouais, disséminer la bonne semence, oui. c'est ça. D'un point de vue statistique, l'homme est plus infidèle que la femme? Clairement oui, clairement oui. Et je n'ai pas trouvé tellement de cultures, à part en Chine, les Mosso, où les femmes, il n'y a pas de notion de fidélité puisqu'il n'y a pas de notion de couple. Et que le père de l'enfant n'est pas le père biologique, mais est le frère de la mère. Donc là, on est dans un cas de figure où d'ailleurs je crois que le mot fidélité n'existe pas dans cette langue, de même que le mot adultère n'existe pas, le mot meurtre non plus. C'est une société féminine, féministe, matriarcale, on va dire idéale. On rêverait que l'humanité entière soit sur le modèle de ces Chinois-là. C'est ça.
Vous, dans ce que vous observez, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'homme est plus infidèle que la femme? Est-ce que c'est des choses qui changent d'ailleurs aujourd'hui? Alors je pense qu'effectivement les choses sont en train de changer, puisque en effet, depuis le Moyen Âge jusqu'au, on va dire, à la moitié du XXe siècle, l'homme avait tout à fait le droit d'être infidèle, puisque l'amour ne faisait pas partie du contrat de mariage. En fait, un contrat, c'était deux familles qui s'associaient pour éventuellement faire des petits, mais par exemple, quand la princesse de Clèves, son mari, le prince de Clèves, lui dit qu'il est fou amoureux d'elle, elle est sidérée, la princesse. Elle comprend pas, c'était pas prévu dans le contrat. Elle, Mmh. elle l'a épousé parce que c'était, dit-elle en antiphrase, je ne le détestais point. Mais c'était tout. Alors que lui, qui était très amoureux et donc jaloux quand elle lui a dit qu'elle avait une inclinaison ou une inclination pour un autre homme, et en tout bien tout honneur, bien sûr, à l'époque, lui, il est malade de jalousie, alors qu'elle a rien fait de mal, sauf en sentiment, puisque à l'époque et au Moyen Âge, la dame de mes pensées ou le preux chevalier en croisade, c'était juste dans la tête, éventuellement dans le cœur, mais c'était jamais physique. De toute façon, les femmes à l'époque, je parle de l'élite de la société, ne pouvaient en aucun cas courir puisqu'elles étaient entravées avec des grandes robes et que autour du château, il y avait que des vilains, des croquants et autres serfs. Donc elles étaient condamnées à la fidélité. Les hommes, eux, ils avaient le droit de cavaler autant qu'ils voulaient. Regardez la mode, dans le monde entier, à toutes les époques, les hommes peuvent courir, ils ont des pantalons, ils peuvent sauter, ils peuvent enfourcher les chevaux et les dames, alors que les femmes, elles ont sans arrêt, au niveau de la mode, des socks, des kimonos entravés, Les des corsets? crinolines, des corsets. On les empêche de courir dans tous les sens du terme. Oui, intéressant, hein, vraiment. On y reviendra de toute façon parce qu'il y a vraiment toute cette partie historique passionnante aussi dans votre livre. Simplement pour rester peut-être du côté du modèle animal, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, quel grand modèle on retrouve dans le règne animal entre les mammifères, je parlais aussi en introduction des insectes, et puis en passant par les singes qui sont nos proches cousins. Oui, tout à fait. Alors, on voit tous les cas de figure. Et ce qui est bien, c'est que l'homme est le seul à être capable d'adopter tous les autres cas de figure qui peuvent exister. Vous prenez, je sais pas moi, le nautile. Vous savez, c'est une espèce de mollusque qui vit dans une coquille très jolie, Oui. dont on faisait d'ailleurs des hanapes quand on les sertissait dans de l'argent au XVIIIe siècle. Eh bien, le nautile, lui, il a une façon particulière de se reproduire. Il a des pénis comme des missiles, comme des roquettes, c'est-à-dire qu'ils se détachent et qui vont droit au but. Eh bien, nous, on a été capable avec les FIV, finalement, ou avec les sécos, où l'homme prend du sperme et le met à distance. On a réinventé le coup du nautile. Autrement, donc, globalement, les monogames fidèles, c'est surtout les oiseaux. Les manchots, les sternes, tous les colombinés, pigeons et autres tourtereaux sont fidèles. La question ne se pose pas. Chez les mammifères, il y en a un certain nombre. Par exemple, les gibbons, qui sont donc des primates supérieurs asiatiques, ils sont parfaitement fidèles et ils se ressemblent énormément. Et ils passent leur temps, quand ils sont un peu à distance l'un de l'autre, à chanter pour savoir tout le temps où est l'autre. Il y a d'autres, par exemple, il y a une toute petite gazelle africaine qui s'appelle la dik-dik, qui est également fidèle. Et chose intéressante, c'est qu'il y a des campagnols des plaines qui sont fidèles, et leurs très 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 proches cousins, les campagnols des montagnes, sont des bêtes de sexe. Et on s'est aperçu en fait que c'est la quantité de vasopressine qui est différente entre ceux des plaines et ceux des montagnes. Et si vous injectez cette vasopressine et l'ocytocine aux campagnols des plaines, ils se mettent à devenir cavaleurs. Donc on voit que chez ces animaux-là, la fidélité, c'est une question d'hormones. Et on pourrait le défendre plus ou moins chez l'être humain. Mmh. Ensuite, vous avez donc les monogames infidèles. J'aime bien parler du pape lazuli, qui est ce petit oiseau nord-américain, où il y a des très beaux et des très moches parmi les mâles. Et le très beau, il a évidemment les plus beaux quartiers, les quartiers les plus chics, où il y a du gibier, c'est-à-dire des insectes, où on voit arriver les prédateurs. Et on se dit, bah tiens, il y a une hiérarchie, après il y aura les un peu moins beaux, puis il est encore un peu... Ben, pas du tout. Autour des très beaux, il y a que des très moches. Et du coup, on en a fait pareil. Le seigneur s'entourait que de très moches, et la femme du seigneur
ne pouvait pas tromper son mari parce qu'il fallait qu'elle enfourche un cheval, je ne sais pas si vous imaginez, avec les nains et les grandes robes, pour aller trouver un autre seigneur qui était au moins à 30 bornes. Et donc ça Ça marchait. limitait. Alors que Mhm. chez le pape Lazuli, ça marche pas du tout, hein. 40% des petits sont illégitimes. Et Oui. enfin, vous avez les polygames. Et là, il y a aussi des polyandres. Il y a plusieurs maris. Donc les polygames, il y a les babouins, enfin il y a un tas d'espèces, les cerfs. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les femelles qui ont le dernier mot. C'est-à-dire que l'accouplement ne peut avoir lieu que si la femelle est consentante. Et là, il y a quand même une exception qui est le viol chez l'humain, qui existe, qu'on retrouve dans peu d'animaux, hein. Il y a les punaises, il y a le canard colvert, il y a le chimpanzé, qui sont des violeurs, éventuellement même des nécrophiles, ce qu'on trouve aussi malheureusement chez l'être humain. Et donc, en général, le harem classique, c'est exactement comme le sultan en Turquie, c'est-à-dire vous avez un mâle alpha qui règne en tyran et qui impose la fidélité à toutes les femelles du harem, sauf que, et c'est là que c'est intéressant de voir, que par exemple une babouine, quand elle se fait couvrir par son mâle légitime, elle pousse des cris de jouissance. On n'a pas réussi à leur demander si elle simulait ou pas. En tout cas, elle pousse des cris. En revanche, si elle se laisse séduire par un joli mâle de passage, elle s'accouple, elle ne disent rien, elle reste hyper discrète. Donc on voit qu'il y a une espèce de sentiment, soit de culpabilité ou plutôt de prudence chez la babouine qui prévaut. Intéressant quand même, hein, de voir tout ça. Alors vous dites que tous ces grands modèles, hein, du règne animal, on le retrouve, vous l'avez dit tout Oui, à l'heure, chez les humains, hein, les polygames avec constitution de harem, les harems intermittents, permanents, chez les ermites par exemple, les monogames, fidèles pour la vie, les monogames fidèles bien qu'intermittents, hein, oui. on retrouve vraiment de tout. Oui, les cigognes, les hirondelles sont monogames, fidèles, intermittents, c'est-à-dire que pendant l'hiver, quand elles sont en Afrique, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de couple, et dès qu'elles reviennent, elles retrouvent le même partenaire et le même nid. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, pour finir, les monogames infidèles, parfois permanents, hein, à l'inverse. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc il y a tous les, il y a tout, tous les c'est cas de dans tous les figure, sens. tous les cas de figure. On peut tout faire. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé effectivement des ermites, c'est-à-dire tous les félins sauf les lions, Oui. puis les ours aussi. Ils sont tout seuls, tout le temps, les mâles comme les femelles. Puis quand ils croisent et que madame est en rut, si on peut dire en chaleur, eh bien là, elle va s'accoupler. Et en faisant gaffe de ne pas recroiser un mâle parce qu'il va manger les petits pour déclencher à nouveau une des chaleurs chez la femelle. Ah ouais, bah, ouais, c'est charmant. Alors c'est vrai que là, il y a des termes que moi j'ai appris, hein, comme polygynie, polyandrie solitaire, par exemple, hein, qu'on Ouais. croise pas forcément tous les jours dans notre quotidien. Alors chez Donc sur les l'humain, cartes de visite, ça c'est rare. ouais, c'est assez rare. Est-ce que chez l'être humain, vous avez observé que l'âge, effectivement, fait changer les modèles, le fait qu'on vive plus longtemps? Peut-être qu'autrefois, comme les gens mouraient plus jeunes, on se posait peut-être moins ce genre de questions. C'est vrai que jusqu'au 19e siècle, l'espérance de vie tournait selon la classe sociale, en gros entre 30 et 40 ans. Il y avait assez peu, il y avait des personnes âgées hein, quand même, surtout chez les riches, mais c'était l'exception. Et par exemple, jusqu'au 16-17e siècle, une femme ménopausée qui continuait à se maquiller et à s'habiller de manière séduisante pouvait être accusée de sorcellerie. Parce que dans l'esprit de l'Église qui prévalait à l'époque, on ne pouvait s'accoupler que dans le but de se reproduire. Et je vous rappelle que dans l'Église catholique, c'est toujours le cas, la contraception est interdite, on s'accouple pour se reproduire. Et donc, une femme ménopausée qui pouvait plus se reproduire et qui continuait à draguer, c'était une sorcière. Et Hmm. ça sentait vite le fagot ou le roussi, comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors, chez certains félins, par exemple, je crois que la notion de couple n'existe pas. Est-ce que chez les humains, il peut y avoir cette notion de couple parentaux uniquement et pas forcément de couple amoureux? Ce sont des choses qu'on observe aussi plus fréquemment. Oui, tout à fait. On voit même l'exemple extrême, c'est on voit des gays et des lesbiennes qui font des espèces de chassés-croisés pour pouvoir avoir des enfants. Mais évidemment, il n'est pas question d'amour entre les deux partenaires, mais c'est une manière, on va dire, ils sont contraints et forcés. Parfois même, ils font eux-mêmes des espèces de sécos pour, avec un tube, inséminer les femmes. Donc là, il y a une très bonne entente parentale. J'ai suivi comme ça des gens qui avaient fait un petit.
monsieur était gay, madame était lesbienne, ils s'entendent très bien, il n'y a pas de conflit, ils vivent pas ensemble bien sûr, et les enfants vont très bien d'ailleurs. Donc D'accord. on voit que c'est un modèle qui peut fonctionner. Mmh. Évidemment, toutes ces questions posent, la question de la séduction et de l'amour. Quelles sont les différences entre séduire et aimer? À quel moment, on dit dans l'inconscient populaire, l'amour dure 3 ans ou 7 ans, enfin en fonction des phases. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce désir, cet élan? Est-ce que c'est finalement un élan amoureux, un sentiment amoureux? Est-ce qu'il y a de la chimie, ou est-ce que c'est un peu tout ça mélangé et qui, encore une fois, de manière un peu moins romantique, est fait pour, pour permettre la survie de l'espèce? Oui, c'est à l'évidence en partie chimique, hormonal, mais c'est également, enfin, le libre arbitre existe chez nous, l'éthique, la morale, les, comment dire, le style de vie qu'on décide d'adopter, tout ça, ça existe et c'est vrai que ça fait une vraie alchimie très complexe et très passionnante. C'est ce qui fait l'intérêt du bouquin d'ailleurs, c'est que on voit tous les cas de figure. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que avant de s'aimer, il y a une parade nuptiale qui existe. Et on voit bien que le projet de l'homme n'est pas du tout superposable au projet de la femme. Ils ne cherchent pas la même chose. Alors si on regarde le projet de la femme, elle, ce qu'elle cherche, c'est des bons gènes. Elle veut avoir des bons gènes. Elle va probablement tomber amoureuse de quelqu'un dont elle pense qu'il va lui injecter, pardonnez-moi la vulgarité, des bons gènes. Et à ce moment-là, les femmes ont des critères. C'est-à-dire qu'elles recherchent, et ça on le retrouve dans toutes les ethnies et dans toutes les époques et dans tous les niveaux socioculturels, c'est un leader. Le bon gène, c'est quelqu'un qui est un leader. Donc on peut supposer que du temps de nos ancêtres Cro-Magnons, le leader, c'était le chef du clan, donc le plus musclé, le plus intelligent et le plus charismatique. Et donc c'est lui qui aura tous les suffrages. On ne sait pas s'ils étaient monogames ou polygames à l'époque. On pense que ça a évolué peut-être de la polygamie vers la monogamie. C'est assez probable, mais c'est pas encore absolument certain. Donc on cherche un leadership. Et de nos jours, il faut bien reconnaître que les leaders, en général, ils ont quand même quelques heures de vol. C'est un petit peu la prime aux cheveux blancs. C'est pour ça que personne n'est choqué quand Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, hémiplégique, plus de 80 ans, Picasso, font des petits, alors qu'ils sont quand même un peu abîmés, les mecs. Mais on trouve ça, dans la société, c'est très normal. Et puis, les hommes, ils ont des projets très, très différents. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour la femme qui veut se faire injecter des bons gènes, peu importe l'état de santé. Il y a un livre qui est très intéressant de John Irving qui s'appelle Le monde selon Garp. Et la Mmh. mère de Garp, qui est le héros, est une infirmière qui veut pas d'homme. Elle veut pas d'homme dans sa vie. Donc, comme elle est infirmière, en temps de guerre, elle repère un soldat très lourdement blessé qui va mourir et il sort du coma à 10 minutes. Elle s'accouple avec lui et elle est enceinte. Ce qui fait dire à Garp, je suis one shot man, je suis l'homme d'un seul coup. Mmh. Donc là, on voit qu'on est dans l'extrême du projet. Je veux me faire injecter des bons gènes parce que ce soldat était très beau, très puissant, très brillant, etc. En revanche, euh, un homme, il a un autre projet. Lui, ce qu'il veut, c'est une partenaire qui soit suffisamment en bonne santé pour être capable de porter, allaiter, élever l'enfant. Et donc, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible, contrairement aux hommes pour les femmes. Et donc, les critères des hommes, c'est en général des femmes les plus jeunes possibles. Donc, moi, je parle de jeunophilie, sûrement pas de pédophilie, qui est une perversion, de jeunophilie. Et en Occident, chez les Caucasiens, eh bien, c'est un front bombé, un petit nez retroussé, des grosses lèvres pulpeuses, un menton en arrière. C'est Marilyn Monroe, c'est Betty Boop. Et donc ça, c'est un critère de longévité. Et même dans nos... Alors quand vous parlez d'ailleurs, je vous coupe une seconde, de différence de jeunophilie versus la pédophilie évidemment qui est criminelle. La jeunophilie, peu importe la différence d'âge à partir du Peu moment importe, où la personne est majeure, c'est ça que vous peu dites? importe, exactement, et consentante surtout. Et donc en âge de donner le consentement, puisque autrement on est dans le registre de la perversion, puisqu'il y a 3 stades. Il y a le stade de, de l'évaluation. Donc le mec, il est très très leader, donc il me convient puisque je suis une femme. Au contraire, cette femme,
Elle a l'air en parfaitement bonne santé. Chez les Caucasiens, c'est une peau blanche et sans tache, qui était chez les Cro-Magnons un gage de non-infection par des parasites. Et donc, ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, qui est essentiel, c'est le stade du consentement. Il ne peut pas y avoir séduction et amour s'il n'y a pas consentement. Alors, très curieusement, autant l'homme, il a absolument besoin du consentement chez la femme, et en principe, c'est le diamètre pupillaire qui fait foi. Les hommes ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils regardent en premier. C'est-à-dire que si un homme donne un rencard à une fille, si ses pupilles se rétrécissent, c'est le râteau assuré. Si au contraire, elle se met en midriase, que les pupilles s'élargissent, c'est dans la poche. C'est l'effet belladonna, là, hein? Absolument. De la belladone, oui. Exactement. C'était l'anatropinique que les belles romaines, les belles florentines se mettaient dans les yeux pour avoir, disait-elle, un regard profond. Qui faisait en fait, regarder Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Elle avait, paraît-il, un collier à la belladone, à l'atropine. Elle se cognait dans tous les meubles quand elle jouait les scènes. Mais le film a eu un succès planétaire auprès des mecs. C'est ça. L'actrice, c'était Elle incroyable. était consentante. Elle était totale. Et donc, le troisième critère, oui, il y a l'apparence. Et on a oublié le deuxième critère, c'est la fécondité. Les hommes veulent des femmes fécondes. Et ils ont un seul critère, c'est le RTH, le rapport taille-hanche. C'est-à-dire que si vous avez des hanches larges et une taille fine, elle sera féconde. C'est pour ça que les femmes se sont évertuées depuis la nuit des temps à avoir des tailles de guêpe les plus resserrées possibles, d'où le corset. Et ce qui est amusant, c'est que quand Poiret a libéré la femme du corset au début du XXe siècle, 4-5 ans plus tard, les femmes ont inventé la gymnastique abdominale, encore pour faire la taille de guêpe. Et puis en revanche, elles se sont évertuées à avoir des grosses hanches, des grosses fesses, et ça c'est la crinoline, le vertugadin, le faux cul, bref, tout ce qui permet même... Les femmes calipiges aussi. Voilà, les femmes calipiges. Et puis au Brésil, on se fait même greffer des morceaux de fesses, des pom-poms, comme ils disent, de façon à être encore plus séduisant, et même les très jeunes filles. Alors ça, quand vous dites ça, c'est quelque chose qu'on a programmé dans notre cerveau reptilien, c'est quelque chose de génétique ou c'est culturel, là, ce que vous nous expliquez? Alors, ça ne veut plus rien dire maintenant. Parce qu'avec ça ne veut plus rien dire? Mais non, parce qu'avec la découverte l'épigénétique, géniale de l'épigénétique, on sait que ce qui est culturel devient génétique et vice-versa. Donc ça ne veut plus dire grand-chose, mais on pense quand même que depuis le temps que ça existe, c'est probablement devenu génétique, probablement par le biais de l'épigénétique. Alors, ce que vous voulez dire par là, c'est que, par exemple, une femme de plus de 50 ans ou une femme ménopausée, on va dire, parce que c'est pas forcément à 50 ans, n'est plus attirante selon ces critères. C'est pour ça qu'on peut parler de l'invisibilité de ces femmes-là. Oui, c'est pour ça qu'on se moque des cougars aussi. Et voilà, et à l'inverse, c'est ce que j'allais dire, on voit quand même de plus en plus des modèles inversés de femmes, le couple présidentiel et bien d'autres. Qu'est-ce que ça signifie, ça, aujourd'hui, dans l'observation de la société ? Moi, je trouve que c'est formidable. Ça montre que enfin on arrive à une forme d'égalité homme-femme. En plus, vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est quand même un économiste, donc c'est quelqu'un qui sait compter. Et il sait que les femmes vivent entre 4 et 6 ans de plus que les hommes. Donc, d'un point de vue purement arithmétique, c'est normalement, pour un homme d'épouser une femme qui a 5-6 ans de plus, puisque ça évitera qu'il y ait autant de veuves sur le marché et dans les EHPAD. Donc, arithmétiquement, il a raison. Mais dans l'inconscient, si on peut dire, de l'espèce, il a tort. C'est un objet de moquerie. Et on voyait Donald Trump qui se moquait de lui alors qu'il avait exactement le même écart d'âge avec sa femme, mais lui, il trouvait que c'était normal. J'ai beaucoup de questions pour cette interview parce qu'après, on va revenir aussi sur le mariage et puis l'homme et l'angoisse paternelle. Enfin, vous traitez beaucoup de sujets dans ce livre passionnant, chez les couples aussi homosexuels. Donc, peut-être revenir sur le sexus politicus, là, parce que vous parliez d'Emmanuel Macron, ces hommes puissants, ces hommes qui rayonnent, vous en avez un peu parlé déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rapport quand même entre pouvoir ou musculature ou intelligence cérébrale et puis effectivement fidélité, infidélité? Oui, le rapport, il s'appelle testostérone. Testostérone qui existe d'ailleurs, je vous rappelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme, même s'il y en a plus chez l'homme que chez la femme. Non, il y a un grand débat qui n'est selon moi pas clos. Il y a une étude très simple à faire, mais je pense pas qu'on aura le consentement des gens concernés. Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de testostérone qu'on est prédisposé à vouloir le pouvoir et à draguer un max?
c'est un peu ce que je pense, ou est-ce que c'est parce qu'on a été élu et qu'on est devenu le grand chef que du coup on a un afflux de testostérone, qu'on se met à draguer et qu'on devient irrésistiblement attirant? Et là, les 2 points de vue peuvent se défendre. Je pense vraiment qu'en effet, en tout cas, il y a des modèles animaux, qui montrent que les mâles les plus testostéronés, prennent le contrôle, de la bande, qu'on soit chez les crocodiles, qu'on soit chez les babouins ou qu'on soit chez les lions. C'est quand même le plus costaud qui prend le contrôle de la harde et qui va être le plus séduisant vis-à-vis des femelles. Mais il y a des modèles à l'inverse qui montrent, j'aime bien parler des petits poissons des grands lacs africains qu'on appelle les cyclides, et les mâles, il y a 2 sortes. Il y a le mâle très beau, très coloré, éclatant, qui vit en surface. Il est tellement beau que toutes les poissonnes se pâment devant lui. Et puis il y a les très moches qui vivent dans la vase, au fond. Et là, c'est un vrai paradoxe parce qu'il vit dans la vase, mais il peut pas draguer parce qu'il est trop moche et que les poissonnes ne le trouvent pas beau. Et de temps en temps, le très beau, il est en surface, donc c'est une vraie proie pour les aigles pêcheurs. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui est prélevé. Et aussi sec, la nature ayant horreur du vide, il y a un poisson moche qui part des profondeurs, il va à la surface, et très rapidement, il devient très beau. Donc on voit que le fait d'accéder au pouvoir, il est à la surface, fait une modification physique chez lui, il se colorie, et donc, je ne sais pas si c'est la testostérone, mais il y a un afflux d'hormones mâles qui va faire qu'il se transforme physiquement, mais qui devient irrésistiblement attirant. Donc j'ai envie de dire, c'est parce qu'on a beaucoup de testostérone qu'on prend le pouvoir et qu'on drague, mais c'est aussi parce qu'on est accédé au pouvoir qu'on se met à draguer peut-être encore plus. Rappelez-vous, parmi tous les rois de France, présidents et empereurs, j'ai trouvé 0,8% qui étaient fidèles. Ça fait pas beaucoup. Ah oui, alors c'est vrai que vous énumérez les chefs d'État, Ouais. y compris les femmes, Ah oui. parce que vous parlez de Cléopâtre, de la reine d'Angleterre, Clovis, évidemment vous parlez de Dominique Strauss-Kahn aussi, euh, plus contemporain que Cléopâtre, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est des hommes politiques, mais on peut se poser aussi la question de groupes, comme par exemple dans les sectes ou des endroits où il y a un gourou, Ouais. même si c'est pas forcément une Oui, mais secte. c'est des leaders toujours. Voilà, où ça reste un leader, mais Ouais. est-ce qu'il est devenu leader? Parce que parfois, des leaders spirituels, on peut avoir le sentiment qu'ils ont peut-être moins de testostérone qu'un leader politique, comme ça en apparence. C'est pas sûr. Et c'est pas sûr, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de scandales dans des groupes comme ça Bien énormes, et tout sûr. le temps, il Bien y en a sûr. régulièrement, hein. Régulièrement, les gourous convertissent, enfin, je vais devenir vulgaire, mais de manière, on va dire, très prosaïque, leurs fidèles, et notamment les femmes. Ouais, c'est ça. Elles veulent, au bout d'un moment, le sexe du gourou, c'est ça qu'elles Ouais. convoitent. On Oui, peut le dire de manière un peu crue. Ouais. oui, souvent elles sont forcées aussi. C'est, Ouais, il y a les deux, hein. ouais, il y a les deux. Ouais. Alors, si on prend l'exemple, puisque vous parlez de poissons, des pêcheurs et des marins d'autrefois, c'est intéressant parce que eux, il y avait d'autres types de principes de fidélité. Oui, c'est vrai que là, si vous prenez la Bretagne, peuple de pêcheurs qui partaient pendant des mois, voire des années, pêcher la morue à Terre-Neuve et à d'autres endroits beaucoup plus poissonneux que sur les rives bretonnes, eh bien, eux, ils étaient confinés que des mecs sur les bateaux, puisque je vous rappelle que sur les bateaux, une femme portait malheur, je crois qu'il y avait les lapins et les chats portaient malheur. Donc, ils étaient condamnés à la continence. Bon, il y avait sûrement quelques comportements homosexuels parmi eux, mais ça, on le retrouve pas dans la littérature. En revanche, les femmes, elles restaient au pays. Et elles étaient également condamnées à la fidélité parce qu'il y a un petit village de pêcheurs où toutes les femmes, il y avait pratiquement plus que des femmes, se surveillaient les unes les autres. Et je pense que exceptionnelles étaient les femmes de marins infidèles. Donc là, on est dans une espèce de modèle de monogamie intermittente qui est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. Un peu comme les cigognes, mais moins régulier, puisque les saisons de pêche pouvaient être à géométrie variable. Hmm. Et c'est vrai que comme il n'y avait plus d'hommes au village, en fait, les épouses, en fait, automatiquement, il n'y avait plus d'hommes, donc tout le monde se surveillait dans le petit C'est groupe ça. qui restait, quoi. C'est ça. C'est ça. Et là, normalement, on était condamné vraiment à la chasteté. Alors que Hmm. dans les harems, où le sultan donc faisait surveiller les femmes par des eunuques, donc des hommes castrés, on sait que la castration n'empêchait pas les érections. Et donc, comme il n'y avait pas de risque de reproduction, parce que le problème, c'est toujours ça, c'est
les mâles veulent absolument toujours que les petits soient d'eux. Et toute leur stratégie, c'est pour que les petits soient bien d'eux. Et chez les animaux, c'est pareil. Eh bien, que les sultanes et les concubines et les esclaves s'amusent, batifolent entre elles ou avec les eunuques, c'était pas un problème. Ça faisait aucun souci au sultan, puisqu'il était sûr que lui, tous les petits seraient de lui. Ouais, c'est fou, hein, comme quoi on revient à cette notion de culture et de normes dans des types de sociétés. Mais avec cette constante des mecs, les petits doivent être de moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme et d'un homme fidèle? Est-ce que vous voyez des profils types de gens qui sont plutôt fidèles? On a parlé beaucoup des blessures d'attachement. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec Boris Cyrulnik sur un autre sujet, mais effectivement sur les types d'attachement relationnel, est-ce qu'on voit des rapports entre justement les profils plutôt sécures, qui sont des gens qui vont rester plutôt fidèles toute leur vie, et des gens plus insécures, plus chaotiques, qui vont aller vers l'infidélité plus facilement? Alors, je pense qu'effectivement, l'assurance plutôt que la sécurité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, bon, je ne vais pas vous faire mon autobiographie, mais il y a des hommes qui sont suffisamment sûrs d'eux pour être certains qu'il n'y a pas mieux. Et donc, à la limite, ils ne sont pas jaloux, ils n'ont pas besoin d'être jaloux, puisque faudrait être stupide pour aller chercher un autre qu'eux. Donc, ils sont pas jaloux, donc ils pensent pas que leur femme puisse être infidèle. Et par ailleurs, et je pense qu'il y a quand même des notions, certes peut-être un peu démodées, d'éthique, de morale, d'engagement, de contrat, qui jouent. J'ai pas envie non plus de faire de ce sujet-là uniquement un sujet biologique ou hormonal ou chimique. Je crois qu'il y a des gens qui considèrent que quand ils ont signé un contrat, ils doivent le respecter, même si c'est pour la vie, en sachant que tous les contrats peuvent être vus. Il y a des gens qui se marient avec un contrat d'amour libre. À partir du moment où le contrat est clair dès le début, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des gens qui ont des contrats plutôt de fidélité, mais en tout cas un engagement de non-mensonge. Ok, de temps en temps, je vais donner un coup de canif dans le contrat, mais je te le dirai toujours. Là aussi, si c'est dit dès le départ, il n'y a aucun problème. Pour moi, le problème, c'est juste quand le contrat de départ n'est pas respecté, même si le contrat peut être renégocié. On voit par exemple qu'au moment de la retraite, parfois, comme l'un et l'autre ont beaucoup plus de temps libre, ça peut modifier les choses. Et donc là aussi, le contrat doit être renégocié. On parle beaucoup dans la société, alors est-ce qu'on te fait surtout en parler, mais finalement ça se déploie peu, j'en sais rien, mais de polyamour ou de couples effectivement qui tentent cette voie-là? Est-ce que vous voyez des pistes de ce côté-là ou finalement pas vraiment? J'ai un ami thérapeute de couple qui dit souvent on en voit quand même un qui souffre beaucoup sur les trois, à qui ça convient moins bien, par exemple. Ouais, mais là, il y a un biais de sélection parce que en général, quand ça marche bien, les psychiatres les voient pas. Donc, Oui, il peut y avoir des bien sûr. polyamours par contrat où tout va bien et ils consultent pas, par On les retrouve pas définition. chez les psys. Oui. Voilà, et donc on va retrouver chez les psys uniquement quand il y en a un ou deux ou trois qui sont malheureux. Donc, j'ai envie de dire que scientifiquement, ça tient pas de dire ça. En revanche, je pense aussi que cette notion de polyamour, c'est un truc très tendance, un peu de journaliste, un peu pour faire du buzz, mais je peux vous dire que j'ai pris en charge énormément de couples. Alors certes, je suis provincial, Lyon c'est la province, mais quand même, j'en ai rencontré, mais pas tant que ça. Et effectivement, ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas heureux. Mais encore une fois, ils venaient voir parce qu'ils étaient malheureux. Alors, Mm. en effet, on parle beaucoup de ces nouveaux couples, ces polyamours, de ces bisexuels. Ça existe, certes, mais je suis pas sûr que statistiquement ce soit aussi important qu'on veut bien le dire. Mm. Est-ce que vous voyez aussi des patterns se répéter dans les histoires familiales, au niveau peut-être transgénérationnel, dans les répétitions, dans des potentielles blessures, chez les fidèles ou chez les infidèles? Puisqu'en fait, on pourrait trouver une construction caractérielle, finalement, qui va dans un sens ou dans l'autre. La moule accrochée à son rocher, no matter what, j'irai jamais voir ailleurs. Et puis, à l'inverse, des histoires où on ne peut presque pas faire autrement que d'aller voir ailleurs par rapport à l'histoire familiale. Je crois que vous avez totalement raison là-dessus. Je me rappelle ma première, j'allais dire maîtresse en psychiatrie, au sens de féminin de maître. Donc ma première prof de psychiatrie Oui, disait, disons-le comme ça, parce que c'est voilà, un vu notre sujet, c'est oui, un peu confus. Ouais. ça fait un peu bizarre, qui était une femme d'ailleurs admirable, et elle disait, euh, je prie tous les jours pour que mes enfants n'épousent pas un fils de divorcé, parce que c'est la maladie la plus transmissible qui existe génétiquement. Pour elle, le divorce, c'était une maladie héréditaire.
Et donc, elle l'avait pointé, et c'est vrai que quelqu'un qui est issu d'un couple de divorcés à une génération, 2 générations, 3 générations, en fait, pour lui, le modèle, c'est le divorce. C'est d'avoir des conflits, des engueulades, une séparation. Pour lui, c'est ça la famille, et donc il va le reproduire. Le drame, c'est quand vous avez un enfant de divorcé qui épouse un enfant de non divorcé, et là, évidemment, ça peut entraîner beaucoup de souffrance. Parce que Mmh. la culture de la fidélité dans une famille sera pas la même que dans l'autre, et ça peut être tragique. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que vous donnez un peu les avantages à être fidèle et les avantages de l'infidélité. Eh oui, Je trouve- ah oui. Voilà, donc, est-ce que vous avez envie un peu d'en parler, des avantages, par exemple, à être fidèle, comme de ne pas avoir à mentir, à supporter cette culpabilité-là? C'est vrai que la fidélité, c'est affreux de dire ça, mais c'est quand même plutôt un truc de feignant. Parce que, en effet, être fidèle, c'est accepter de rentrer dans une routine amoureuse, un confort amoureux, une tendresse amoureuse, et que, en effet, il y a pas à effacer les SMS au fur et à mesure, il y a pas à se surveiller, c'est beaucoup plus confortable. Mais on pourrait dire à l'inverse que, c'est le manque d'esprit d'initiative, le manque d'esprit d'aventure, c'est le manque de pas envie, de rechercher de la nouveauté, et puis il y a l'adrénaline, quoi, de, prendre des risques, au risque de se faire pécho par le partenaire. On voit aussi de plus en plus, au travers des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, par exemple, des personnes qui disent: «Bah, moi, j'ai fait 20 ans avec une personne et donc réinventer le couple, ça veut dire quoi?» et qui ont du mal et qui, du coup, cherchent dans l'infidélité, certainement une forme de nouvelle jeunesse, hein. D'ailleurs, dans les avantages de l'infidélité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de peut-être un peu de réconfortant dans la transgression, un retour à l'adolescence. Oui, Est-ce que oui. ce sont plutôt justement des personnalités un peu narcissiques qu'on retrouve là ou pas forcément? C'est simplement l'ennui qui fait que C'est tout ça, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, effectivement, arrivées à un certain âge, ne sont plus du tout sûrs d'être séduisants et veulent le vérifier, voir qu'ils sont toujours capables de séduire, donc toujours capables, d'être jeunes, et donc en fait, ça montre bien à mon avis, une angoisse de mort, quand même très, très forte, et on voit comme ça, c'est à la DSK, ces serial tireurs, qui se rassurent en permanence. C'est le problème du don-juanisme. Est-ce que je suis, vous savez, c'est miroir, mon beau miroir, suis je toujours aussi beau, suis-je toujours aussi belle? Et ça, on le voit régulièrement. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, si j'ose dire, dans ce que j'ai écrit, c'est pas très modeste ce que je viens de dire, c'est la question du démon de midi. Parce oui. que c'est incroyablement stéréotypé. C'est toujours la même histoire. Un homme, ça peut être une femme aussi, arrive, vers l'âge de 45-50 ans, et tout d'un coup, il plaque tout, le boulot, la femme, et souvent c'est même précédé par un changement de look, changement de coiffure, un régime pour retrouver la ligne, changement de vêtements, tout est changé. Et il y a quand même aussi, pas que, mais des fondements biologiques qui sont intéressants, puisqu'il a été montré que un homme, au moment précis où il devient père, il y a un effondrement de ses taux de testostérone. Et là, a priori, il sera beaucoup plus, il aura beaucoup plus tendance à rester fidèle, à pas cavaler dans tous les sens. Et bizarrement, au moment où les enfants quittent le nid, il semblerait qu'il y ait une remontée de la testostérone, et du coup, ils se barrent, ils se mettent à draguer tous azimuts. On voit bien qu'il y a un lien entre l'angoisse de mort, l'angoisse du vieillissement, la peur de plus plaire, et puis des trucs aussi triviaux que la testostérone. Mmh. Qu'est-ce que vous recommandez d'ailleurs dans ces cas-là, quand on sent que ça peut venir peut-être, d'aller consulter, de faire, une thérapie à ce moment-là? Qu'est-ce qui serait, finalement une bonne solution? Parce que s'y soumettre, pourquoi pas, hein, moi je suis sans jugement par rapport, au démon de midi, la sédie, je crois que c'est ça aussi l'autre terme. Bah, la sédie, Mais, c'est autre chose. La sédie, c'est l'ennui, au sens religieux du terme. C'était ah oui, le c'est ça. c'était l'ennui qui saisissait le moine dans le désert, il s'emmerdait tellement qu'il avait même plus la force de prier, ce qui était donc un péché. Ouais, alors peut-être que certains, hommes sont pris ou femmes sont Ouais, pris d'acédie dans leur couple, hein, cela ouais, dit, hein. Ils je s'ennuient terriblement au bout de 20 ans, sous la couette il se passe plus rien et donc le démon de minuit les saisit à ce moment-là. je crois que c'est tout à fait ça. Mais, rappelez-vous, il y avait une chanson de Marie Laforêt qui s'appelait La tendresse, et qui montrait qu'effectivement, au bout d'un certain temps, il peut y avoir
un déplacement de l'amour vers la tendresse et que ça peut fonctionner pas mal aussi. Mais là, c'est une Mmh. question d'âge, d'éthique, d'hormones, enfin tout est mélangé. Mmh. Qu'est-ce que vous voyez justement dans les couples, par rapport à la fidélité, l'infidélité, ce jardin secret? Est-ce qu'un conjoint trompé préfère parfois aussi ne pas savoir? Il y a Bien des sûr. couples qui sont dans une espèce de voilà, de dire: «Bah, écoute, toi tu fais ce que tu veux, mais moi je préfère pas être blessé finalement». Ouais, ouais, tout à fait. Ça, on le Est-ce que voit, je l'ai observé régulièrement dans tous les couples que j'ai suivis ou et toutes les personnes en couple qui venaient me voir parce qu'ils avaient des problèmes de couple, ça, je l'ai vu souvent. Et puis souvent, c'était la question d'un homme un homme très droit, très éthique, très amoureux de sa femme, qui disait: «C'est affreux, hier, il y a eu une fête avec des copains, c'était un repas de travail qui a mal tourné, on a trop picolé et j'ai trompé ma femme, est-ce que je dois lui dire?» Et donc, ma réponse était toujours la même. Posez-vous la question, est-ce que vous aimez toujours, votre femme ou est-ce que vous aimez l'autre? Est-ce que c'est juste une aventure, sans lendemain, ou pas? Et donc, bah, s'il aimait l'autre, la maîtresse, que c'était pas la maîtresse d'un soir, à ce moment-là, c'est pas de moi que vous avez besoin, mais d'un avocat. En revanche, si vous aimez votre femme légitime, mariée ou pas, hein, peu importe, et que c'était juste un coup de passage, à ce moment-là, à quoi ça sert de lui dire? Un, mmh vous allez la faire souffrir et 2, ça va juste servir à vous dire: «Ah ouais, je suis un mec bien quand même, je suis droit et tout». Bah, tant pis, gardez votre culpabilité, ce sera votre punition. Ah oui, pas mal. Mais c'est vrai que, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, de se dire, «Qu'est-ce que je dois faire?» Et puis ça repose cette question, on parlait de «Qu'est-ce qu'aimer?» tout à l'heure. On peut aimer quelqu'un, au bout d'un certain nombre d'années parce qu'il fait partie de vous, de votre famille, de votre entourage et pour autant être attiré par d'autres personnes, d'autres expériences. Oui, tout à Est-ce que fait. c'est une forme d'infidélité? Est-ce que c'est du polyamour? Est-ce qu'il faut mettre des étiquettes sur tout ça? C'est que ça reste quand même un magma finalement un peu complexe. Quitte à me répéter, tout est affaire de contrat. Si le Ouais. contrat prévoit des coups de canif, voire des infidélités répétées, mais que c'est convenu, moi, je n'y vois absolument aucun problème. En revanche, je vois régulièrement des gens qui viennent me voir, «Ah, je sais pas si je l'aime encore, je sais pas si je vais le quitter ou pas», je me pose des tas de questions et là, je leur dis invariablement: «Vous allez écrire 2 lettres, une lettre d'amour, une lettre de rupture et à la prochaine consultation, je vais les lire à haute voix devant vous» et on voit immédiatement laquelle des 2 lettres est la plus inspirée. Si c'est la lettre d'amour, bah, à ce moment-là, je les fais travailler justement sur comment ranimer l'amour, comment étonner l'autre. Et puis, ça marche pas mal, hein. Vous savez, il y a une chanson je crois que c'était Jeanne Moreau, «Étonnez-moi Benoît», qui marchait très bien. Et puis, si la lettre d'amour est peu inspirée, alors que la lettre de rupture, ça donne, donc là, je les envoie chez un avocat. Ouais, d'ailleurs, vous parlez aussi de ce que vous appelez la corbeille de remariage. Oui, 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 je l'ai beaucoup pratiqué. Donc, alors là, c'est quand un couple vient me voir. Alors là, les 2 font une lettre d'amour et de rupture que je lis devant les 2. Donc souvent, ça coïncide, c'est-à-dire que les 2 lettres d'amour sont inspirées ou au contraire les 2 lettres de rupture sont inspirées. Quand c'est par accord, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est rare. Et puis ensuite, si c'est la lettre d'amour qui prévaut des 2 côtés, à ce moment-là, je leur dis: «Bah, la prochaine consultation, vous allez venir avec votre corbeille de remariage». C'est-à-dire vous allez mettre dans le corbeille ce que vous offrez. Eh bien, un dimanche sur 2, j'irai pas au foot, avec les copains, mais on ira faire une randonnée tous les 2. On s'inscrira à un club de bridge ou de belote, ce que vous voulez et puis, toi, je te demande quand même, quand j'ai une nouvelle coiffure, que tu le remarques et puis que de temps en temps, tu m'emmènes au restaurant et on voit comme ça ces corbeilles qui se remplissent petit à petit et ça fonctionne tout à fait bien. Mmh. Et les enfants dans tout ça par rapport à l'infidélité de leurs parents? Ah ben c'est les grands oubliés, les Mmh. enfants et c'est vrai que malheureusement, mes patients sont souvent le résultat de conflits des parents dans lesquels ils sont pas partie prenante et la crainte de tous les enfants, c'est que les parents se séparent, hein et moi il nous est arrivé, ma femme et moi, d'avoir des scènes de ménage comme à tous les couples. J'ai même écrit un livre sur le petit guide de la scène de ménage Mmh. et qui est un des ciments, parce que c'est un moment où on peut tout se dire, ce qu'on ne se dirait pas en temps normal. Et les enfants, une fois adultes, disaient: «On avait trop peur que vous divorciez quand vous engueuliez». Bah non, c'était pas le cas.
Ils ont été rassurés, Dieu merci. Mais donc les enfants, effectivement, c'est perturbateur. Il est important que les adultes, bon, ils peuvent plus supporter, ils se séparent, ok, mais que ça se passe en bonne intelligence et que sans arrêt, ils répètent, on continuera à bien s'entendre en ce qui vous concerne. Notre rupture ne change rien, notre amour pour vous, et même on va se réunir régulièrement pour parler de vous et pour faire le mieux pour vous. Ça, c'est absolument essentiel. Sinon, on fait des générations de gens perturbés. Oui, puis avec aujourd'hui toutes ces familles recomposées, c'est vrai que c'est vraiment important que chacun trouve sa place dans toutes ces configurations un peu possibles. Absolument, et c'est pas si facile que ça, hein. On voit au cinéma des merveilles de familles recomposées. Moi, j'en ai pas vu souvent qui fonctionnaient si bien que ça. Alors prenons d'autres cas peut-être un peu problématiques. Vous parlez d'un cas de manipulation lorsqu'une femme a un amant, par exemple, dans le cas d'un couple stérile. Allez, abordons ce cas-là, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, on est toujours dans le même registre. Une femme veut le meilleur sperme possible, le meilleur étalon possible. Elle a un mari, malheureusement, il est stérile, alors qu'elle, elle ne l'est pas. Donc, ils vont au sécos très logiquement, mais en réalité, souvent, parce que les sécos font des prélèvements, les sécos s'aperçoivent qu'il y a un sperme dans le vagin de la dame qui n'est pas celui ni du mari, ni celui du sécos, mais d'un inconnu. En réalité, ce sont des femmes qui veulent absolument avoir un petit de leur amant, parce que c'est un autre leader qu'elles aiment beaucoup aussi, et elles se font inséminer la veille du sécos par leur amant, de manière à ce que le mari soit persuadé que le petit est du sécos, alors qu'en fait, il est de l'amant. Donc ça, c'est une coquinerie des dames qui sont, c'est bien connu, beaucoup plus malignes que les hommes. Et moi, je trouve ça plutôt rigolo. Et à mon avis, ça pose pas problème, en réalité. Bon. Parce faut quand même se méfier des psys, qui disent toujours, il faut tout dire aux enfants. Il y a une étude qui montrait que si les enfants ne disent pas aux enfants qui sont issus d'un don de sperme, et si le sperme, évidemment, est compatible avec les groupes sanguins avec celui du père, les petits vont aussi bien que si on leur a dit la vérité. Donc la vérité n'est pas toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça, je m'oppose à beaucoup de psy à ce sujet-là. Hmm. Est-ce que ça a à voir aussi avec un autre sujet qui pourrait être une femme était très amoureuse d'un homme et puis elle a son mari et finalement il décide de refaire un enfant parce que le couple va mal, comme souvent dans bien des cas. Oui. Et puis en fait, l'énergie, la vibration d'amour, elle n'est pas tournée vers l'époux, mais vers l'amant. Et donc cet enfant, qui est bien l'enfant légitime de son père, du mari, pourtant va porter une forme d'empreinte vibratoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'autre amoureux quelque part. Oui, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un amoureux dans l'histoire, mais on voit ces couples qui sont au bord de la séparation, de la rupture, et qui s'imaginent qu'un enfant, c'est un médicament. Et Mm. donc, on va faire un petit, ça va nous rapprocher. Ça peut être le petit d'un troisième partenaire, mais là, ça veut dire que le couple commence à aller vraiment mal, surtout si le troisième n'est pas connu du mari ou de la femme. Mais Mm. donc, cet enfant médicament, ça ne marche jamais. Et le nombre de couples qui sont venus me voir parce qu'ils avaient fait ce petit et puis en fait ils n'avaient pas plus envie que ça de faire un petit et ça n'a pas du tout marché pour cimenter leur couple. C'est extrêmement fréquent et ça c'est vraiment à déconseiller fortement. Un enfant ça doit être un objet de désir, c'est pas un médoc. Alors, en conclusion, quand même, hein, vous reparlez beaucoup à propos du couple. Vous re-questionnez évidemment cette question d'engagement qui repose à la fois évidemment sur l'amour, mais sur à la fois aussi une approche éthique et philosophique. Bah oui, on peut pas réduire l'homme à un tas d'hormones et de neurotransmetteurs. Il y a quand même effectivement le libre arbitre, la philosophie, l'éthique, ce qui fait quand même réellement l'originalité de l'être humain, parce que on voit qu'aucun comportement n'est original chez l'être humain. Et en effet, parler de fidélité, c'est quand même parler d'éthique. Donc ça, Aussi. c'est bien de le rappeler, de terminer sur cette note effectivement philosophique. Quelle est votre espérance pour le couple aujourd'hui, pour ce monde ? Qu'est-ce que vous voyez un peu advenir dans une société qui est quand même en très très grande transformation à tous les niveaux, y compris évidemment au niveau du couple ? Je suis pas sûr qu'il y ait tant de choses nouvelles sous le soleil, comme disait l'autre. Effectivement, on voit, sur le plan technologique, on a vécu et on vit une révolution incroyable, absolument incroyable. En revanche, sur le plan des comportements, à part certains milieux très parisianistes, très branchés,
où effectivement on voit beaucoup de choses, mais qu'on a toujours vues. Même du temps de la Rome antique, on avait des comportements à Rome qui n'étaient pas du tout ceux dans les provinces. Donc, je suis pas certain qu'on voit tant de changements. Quand même, le grand changement, selon moi, sociologique, c'est le mariage homosexuel, qui est une chose, selon moi, formidable, qui a permis, en effet, à ces gens d'être comme tout le monde. Et ça, je pense que c'était très important. Et moi, j'étais pour le mariage, non pas pour un paxage ou pour un truc spécifique pour eux. Ils doivent être comme tout le monde, puisque, je le rappelle, l'homosexualité est une chose parfaitement naturelle. Au moins 80% des espèces animales le pratiquent à l'état sauvage. Et on pense peut-être même que c'est 100%, c'est simplement que les 20%, on n'a pas encore eu l'occasion de les observer. Mais c'est un truc totalement normal. Il y a des gorilles lesbiennes, il y a des gorilles gays. Ça sert à rien pour l'espèce, a priori, c'est juste de l'amour et de l'affection. C'est moyennement bien toléré par le chef, le dos argenté, mais ça fonctionne très bien. Donc je crois que ça, ce mariage, c'est un truc qui change la société et dans le bon sens. Oui, d'ailleurs, on revient à cette question de la sexualité chez les plus seniors, où il n'y a plus d'enjeu de survie de l'espèce, qui est effectivement presque une autre forme, une autre tranche de la vie sexuelle des humains. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une question qui est très complexe dans les maisons de retraite, dans ce qu'on appelle horriblement les EHPAD, où régulièrement, il y a des histoires insolubles sur le plan éthique. Imaginez, monsieur est un tout petit peu Alzheimer, mais pas beaucoup, il est encore en pleine forme, et puis sa voisine dans la chambre d'à côté, elle est nettement plus engagée dans la carrière Alzheimer. Et puis, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ce qui est possible, même si on a Alzheimer. Et il peut se passer des choses sexuelles entre eux. Et souvent, les enfants sont horrifiés et n'acceptent pas, peuvent attaquer en justice l'EHPAD. Et là, les juges, c'est insoluble pour eux parce que d'un côté, ils font de mal à personne, ils se font du bien, mais effectivement, où est le consentement de la part d'une femme Alzheimer assez avancée? Et il n'y a pas de solution à ça. Ouais, c'est vrai que ça pose d'autres types de questions. Je voudrais terminer sur... J'ai interviewé une sexothérapeute, thérapeute de couple, il n'y a pas longtemps, sur l'intelligence érotique. Et elle disait que chez l'homme, le fait de montrer son amour à une femme ou à une autre personne passe d'abord par le sexe, avant d'ouvrir le cœur, alors que chez la femme, c'est plutôt le processus inverse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, assez. On voit bien dans les bandes d'ados que, en général, quand même, la fille a besoin d'être amoureuse pour passer à l'acte, alors que pour un garçon, la question ne se pose à aucun moment, sauf quand ils prennent de l'âge. Donc, en effet, le garçon, il n'a qu'une idée en tête au début, tant qu'il n'est pas vraiment amoureux, tant qu'il n'a pas trouvé... Vous savez, c'est la chanson de Jodassin, il y a celle avec qui l'on dort, et puis il y a celle que l'on va aimer. C'est pas les mêmes. Et une très très grande différence entre les deux approches. Les garçons, en effet, n'ont pas besoin d'être amoureux pour faire l'amour. La plupart du temps, mais c'est un peu dépassé ce que je suis en train de dire, mais la plupart du temps, les jeunes filles ont besoin de ça. Allez, en conclusion, vous pourriez dire comme Paul Carvel que la fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct, c'est ça? Oui, absolument. Ça fait partie des belles citations, ça. Oui, tout à fait. Écoutez, un très grand merci, Patrick Lemoine, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de fidélité. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Albin Michel, Et la fidélité bordel. Il y a eu ce mot que vous avez eu besoin de mettre ensuite, comme une espèce d'appel quand même, de rappeler ça. Pourquoi vous avez mis ce mot de bordel d'ailleurs après? C'était pour faire pour se marrer comme ça ou pour interpeller? Les deux, mon colonel, c'est que ça m'est venu sous la plume en disant, mais bon Gu, il y a une tonne de livres sur l'adultère, sur l'infidélité, sur les drames conjugaux, et rien sur la fidélité, rien. Bordel, c'est pas possible. Ouais, surtout que le bordel, c'est quand même le lieu de l'infidélité, donc certes, on est en plein oxymore là. Mais de l'infidélité masculine. C'est ça. Et merci à vous infiniment pour vos éclairages, et puis peut-être à bientôt dans Métamorphose. C'était un plaisir, Anne. À bientôt. À bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.